à ma gauche Touria Prayag, qui est la rédactrice en chef du magazine Weekly, rendu célèbre par ses éditoriaux qui ne manquent pas de pertinence. Merci. À ma droite, Rajan Babli, de Transparency Mauritius, qui a connu les deux côtés de la barrière après avoir été pendant de longues années journaliste enquêteur avant de devenir le pourfendeur de la corruption avec le poste qu'il occupe depuis quelques années où il est contraint souvent à prendre position. Et bien évidemment, Élodie Vial de Reporters sans frontières, que je redécouvre avec plaisir, surtout Reporters sans frontières, avec lequel je m'étais un peu fâché, parce que j'estime que quand on est responsable de Reporters sans frontières, on ne finit pas comme maire de Béziers. Nous n'avons aucun lien avec le maire de Béziers. Forcément, c'est une boutade. C'est très bien que ça suscite déjà une polémique au niveau de la table ici. On va déverser la polémique, bien évidemment, sur le jeu, avec ceux qui s'y connaissent vraiment. Alors, journalisme et politique, j'ai tendance à réagir un peu comme Jean-Claude Delestade. Je ne vois pas la nécessité d'une autorégulation. J'estime quand on fait bien son métier, il n'y a pas à trouver les paramètres, il n'y a pas à trouver les frontières dans lesquelles il faudra se cantonner pour faire ce métier. Bien évidemment, pour ceux qui connaissent le cas mauricien, nous sommes un petit pays, tout le monde connaît tout le monde, il y a une grande proximité de la presse avec la politique et les politiciens, et cette proximité souvent hélas confine à la promiscuité et on a souvent des services à rendre. Pour avoir pratiqué ce métier pendant 45 ans et pour pouvoir continuer à avoir cette liberté de parole, il est évident qu'un journaliste par rapport à la politique devrait être un journaliste d'opposition. Je m'explique. Un journaliste en opposition avec le pouvoir, forcément, si nous représentons un autre pouvoir, un contre-pouvoir, et un journaliste en opposition avec l'opposition officielle. Quand on a cette posture-là, il n'y a pas besoin d'autorégulation. On n'a qu'à faire bien son métier. Et un journaliste n'a pas besoin de se proclamer indépendant. Le journaliste sait qu'il est indépendant quand il est le punching ball de tous les partis politiques, quand tous les partis politiques lui font la gueule, quand il est souvent boycotté, pas nécessairement pendant une campagne électorale. Hein. Là, on est chouchouté, on est bien accueilli, on vous caresse dans le sens du poil, etc., pour dire de ne pas mordre trop fort. Quand on a déterminé ces paramètres-là, on n'a aucun mal à faire bien son métier. Il y a des positions à prendre, forcément. Ceux qui écrivent des éditoriaux le savent, il y a des positions à prendre, avec, je ne dis pas avec objectivité, mais disons avec honnêteté, sans mauvaise foi, et sans faire la campagne d'un parti politique ou d'un autre. Moi, je crois que c'est à peu près les paramètres. Un journaliste est là pour dire la vérité. On a beaucoup cité Mediapart de notre ami Edoui Plenel, qui est venu 2 fois à Maurice, qui disait il y a un prix à payer pour faire ce métier-là. On est solitaire. Il y a un prix à payer, c'est de ne pas se rendre, ne pas se mettre sous tutelle. Il y a un prix à payer, c'est de pouvoir prendre les risques qui vont avec la posture que vous adoptez. Voilà à peu près. Et puis, il faut essayer autant que possible de sauvegarder notre liberté d'expression, de dire ce qu'on
doit dire dans les paramètres, bien évidemment, de la loi. Heureusement, il y a Reporters sans frontières. On ne peut pas bousculer des journalistes inutilement sans que la presse internationale en soit saisie et que cette pratique, souvent, soit dénoncée. Je dis souvent que s'il y avait plus de radio, disons, d'autres médias pendant la période de répression, il n'y aurait pas eu de répression. Cette grande période de répression, les années de Braise, de 68 à 72, 13, et pour aboutir aux élections de 76. Donc voilà à peu près ma position sur cette question. Évidemment, le public, je préfère laisser plus de temps au public pour répondre. Mais on passe tout de suite la parole à Touria Prayag, qui est un, je ne veux pas dire watchdog, je préfère dire watchdog en anglais, que soit aux chiennes ou chiens de garde, qui systématiquement, toutes les semaines, prend position sur des sujets extrêmement délicats. Et je vous conseille fortement, parce qu'elle n'aura pas le cœur de le dire, elle a fait un très bon livre sur les charges provisoires, qui est une véritable dénonciation de certaines pratiques policières et politiques auxquelles il faudra certainement mettre un terme. Touria Prayag. Merci Finlay et merci pour ces propos élogieux. Bonsoir messieurs, dames. Je suis contente au fait d'avoir Finlay comme modérateur, pas seulement pour la publicité qu'il fait, mais aussi pour, avant de passer la parole, il a déjà fait la moitié de la présentation et ça fait vraiment plaisir. Donc déjà, ça commence très bien. Je commence déjà avec le point que Finlay a soulevé, qui est la presse comme un contre-pouvoir. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de points de vue, et donc il faut déjà se mettre d'accord que la presse est un contre-pouvoir. Et donc, si nous sommes un contre-pouvoir, de ce fait, on est un chien de garde, oui, exactement. Je savais qu'il ne voulait pas mettre ça au féminin. Et on est un garde-fou politique qui a un œil critique et dénonciateur sur les affaires politiques. Donc notre rôle, c'est d'obliger les acteurs politiques à agir autrement quand ils sont dans la dérive. On est là pour souligner les défauts, les insuffisances des gens au pouvoir, quel que soit le pouvoir en place. Et Finlay l'a souligné, on n'est jamais aimé par le pouvoir en place. On est plus aimé quand ils sont dans l'opposition, mais sinon, leur réaction est toujours la même quand ils sont au pouvoir. Donc on essaye de prévenir les dérives vers l'autocratie et la dictature. Donc le rapport du politique et de la presse par rapport aux politiques, c'est plus un rapport antagoniste qu'amical. On n'est pas les amis du pouvoir et on est encore moins leur agence de communication. On ne fait pas dans ce que les Français appellent le journalisme de cour. C'est vrai que des fois, il y a une connivence avec le pouvoir qui est un moyen d'obtenir des informations. Mais le risque qu'on court à ce moment-là, c'est qu'on est manipulé par ce pouvoir et notre rôle n'est pas de relayer l'information que le pouvoir nous donne sans la questionner. On est plus méfiant, on ne prend pas toutes les déclarations pour argent comptant et on analyse, on critique. Bref, on oblige ceux qu'on a élus à respecter la démocratie. Donc, une fois au pouvoir, évidemment, les dirigeants oublient leurs promesses. Ils se fichent un peu de ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition et ils deviennent de vrais monstres de pouvoir, des fois des autocrates. Donc notre responsabilité, c'est de les rendre redevables à la population qui les a élus. Notre devoir, c'est aussi pousser vers la bonne gouvernance, la transparence, sauvegarder nos institutions, élever des scandales pour empêcher le recul de nos droits acquis et combattre la corruption sous toutes ses formes. En d'autres termes, notre rôle principal, c'est de protéger
la démocratie. Et la démocratie, comme vous le savez, peut-être mieux que moi, c'est pas uniquement aller aux urnes tous les 5 ans pour élire nos dictateurs. Une bonne démocratie est basée surtout sur des institutions indépendantes qui sont menées par des hommes et des femmes indépendants qui ont l'esprit libre, qui ont l'audace de prendre les décisions qu'il faut. Donc, une vraie démocratie se base sur les checks and balances. Et ces checks and balances ne peuvent exister que quand toutes les institutions marchent normalement, marchent indépendamment et ne sont pas acquis au pouvoir. Or, regardez autour de vous. À part le judiciaire, et ici on remercie le Privy Council et ceux qui ont gardé cette tradition, combien d'institutions indépendantes vous voyez autour de vous? La police, vous avez suivi les arrestations arbitraires et comme Finlay l'a dit, en toute humilité, on a essayé de les documenter dans un livre qui a choqué les Mauriciens. L'ICAC, vous pensez qu'elle est indépendante du pouvoir, qu'elle agit en toute indépendance. Si on riait trop fort, on dérangerait les low lords qui sont en train de pleurer au Privy Council. Donc, il y a tellement, je peux mentionner n'importe quelle institution, les Human Rights Commission, les Electoral Supervisory Commission. Regardez les gens qui sont nommés à ces institutions-là et vous comprenez comment toutes les institutions, presque toutes les institutions, je dis presque parce que je suis un peu gentille, ont été émasculées et ont été hijacked par un pouvoir autocratique. Donc, la presse a beaucoup à faire pour dénoncer le népotisme, qui est l'une des pires formes de corruption. On a affaire aussi à pousser vers la transparence et l'égalité des chances et vers des institutions libres et indépendantes. En ce faisant, évidemment, on s'attire les foudres du pouvoir qui réagit de plusieurs façons, des fois par un boycott publicitaire, ça on le sait, vous l'avez vu, on l'a vécu avec l'ancien gouvernement, on le vit encore avec ce gouvernement. En essayant, ils réagissent aussi des fois par des attaques personnelles qui empêchent le débat d'idées, un débat rationnel, susceptible de mener à des solutions aux problèmes qu'on est en train de discuter et ça ne permet pas le débat de se concentrer sur les vrais enjeux. Ça devient personnel et ça devient malsain. Il arrive aussi que le pouvoir aille plus loin. Et là, récemment, vous les avez vus légiférer des lois antidémocratiques destinées non seulement à museler le journaliste, mais aussi le citoyen qui aime et qui a tendance à exprimer ses idées, ses opinions de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors j'interromps Touria parce que Pov illustre un peu les débats à mesure que nous progressons. Oui. On va pour un torticolis à chaque fois. Ouais. Pour pauvre, ça ne dérange pas un torticolis. Prix à payer. Ah, ok. Face à un des dessins de Pov, il y aura plusieurs pendant cette intervention. Oui, le pouvoir, des fois, va jusqu'à monnayer l'information, qui devrait être un droit acquis dans une démocratie. Et comme vous le savez, la promesse d'une loi sur l'accès à l'information est toujours au niveau d'une promesse. Au fait, l'information n'a jamais été aussi verrouillée. Et comme Finlay me demande d'aller plus vite, je n'élabore pas, mais vous savez à quel point c'est difficile d'avoir l'information, que ce soit dans les conférences de presse,
ou même à l'Assemblée nationale. Donc les relations entre la presse, ou du moins entre les gouvernants et ce qu'ils appellent péjorativement une section de la presse, se portent généralement mal. Merci. Donc des fois, ça va très mal. Et quand ça va très mal, c'est regrettable à ce moment-là parce que le politique a le devoir moral d'agir en démocrate. Et cela comporte évidemment le respect de l'opinion, même si elle est contraire à la sienne, et comprendre que la presse n'est pas là pour l'encenser. Il y a suffisamment de conseillers pour ça, mais de le rendre redevable et d'empêcher les tendances dictatoriales. Donc notre rôle en tant que journaliste est encore plus difficile et encore plus important quand il y a une opposition divisée, faible, pathétique, comme c'est le cas actuellement. Donc on se trouve vraiment seul à se battre pour les droits des citoyens et pour l'existence d'une vraie démocratie. Maintenant, ça c'est le rapport entre la presse et le pouvoir. Je voulais au fait distinguer entre la presse et le journaliste, parce que sur le plan personnel, quel est le rapport entre les individus au pouvoir et les journalistes? Ou plutôt, quel rapport devrait exister entre ces hommes et ces femmes exerçant des métiers opposés? Un journaliste, et surtout un rédacteur en chef qui détermine la ligne éditoriale de sa publication, devrait-il fréquenter les politiques en dehors des interviews et des conférences de presse, par exemple? À Maurice, il n'y a pas de tradition établie. C'est une question de choix ou plutôt de style. Les nouvelles recrues ne sont ni encouragées ni découragées dans leur choix. À la Sentinelle, par exemple, on a eu le docteur Philippe Forget et Jean-Claude Delestrac qui ont eu deux styles très opposés. Philippe Forget ne parlait jamais aux politiques, jamais. Jean-Claude Delestrac, par contre, leur parlait, les fréquentait dans les soirées, les cocktails et les autres fonctions. Et vu son expérience en politique, on me dit, et son expérience en politique et dans la vie en général, on me dit qu'il lui arrivait même de les conseiller. Mais quand il prenait sa plume, il ne leur faisait aucun cadeau. Ceux qui le lisent savent très bien, et je ne sais pas comment eux ils réagissent, mais ils savent très bien qu'il est capable de faire la différence entre son rapport personnel et son rapport professionnel. Donc, depuis, à la Sentinelle, on est vraiment, le choix est vraiment personnel et n'affecte en rien l'éthique professionnelle et individuelle du journalisme. Du journaliste. Maintenant, pour l'autorégulation, tu vas me dire d'aller vite. Là, tu es en train de me taper. Oui, plus vite que ça, parce qu'on est bousculé par le temps, vraiment. OK. Donc, il faut peut-être laisser le public poser des questions qui vont venir sur l'autorégulation. OK, très bien. Merci à vous. Je suis désolé d'appliquer la guillotine de cette manière-là. Il faut un patron, là, forcément. Si on continue jusqu'à 21h, peut-être. De toute façon, le public posera des questions. Alors, on a le plaisir de présenter Rajan Babli, Monsieur Transparency Mauritius, qui a fait de longues années dans la presse et qui combat, comme vous le savez, la corruption sous toutes ses formes. Alors, pour revenir rapidement, je ne résume pas, la facilité d'être journaliste, même en milieu hostile qu'est la politique, il suffit d'avoir une ligne éditoriale claire. Se battre pour l'unité nationale, se battre contre le communalisme et le castéisme, se battre pour réduire les inégalités sociales, porter l'épée pour défendre la veuve et l'orphelin, se battre contre la corruption. Quand on a cette ligne éditoriale, on peut faire très bien son métier, même si de temps en temps, le pouvoir en place, quel qu'il soit, tente de harceler, d'intimider les journalistes. Mais il faut dire aussi que les
jeunes journalistes sont très vulnérables, comme vous le devinez. Nous, on a fait notre temps, on nous considère comme un peu les derniers des Mohicans, en voie d'extinction, donc il vaut mieux les laisser mourir tranquillement, comme ces éléphants qui vont chercher eux-mêmes leur cimetière. Donc, pratiquement, on nous tolère. Mais d'une certaine manière, pour les jeunes journalistes, il y a souvent une pression, un harcèlement moral et financier. En France, on a cité Mediapart. Combien de fois, mon Dieu, et Duplénel a dû subir des redressements fiscaux, par exemple. À chaque fois qu'il dénonce, allez, il doit passer à la caisse. C'est le moyen de décourager, sauf que lui, il a continué et il a réussi. Mais on peut difficilement demander à un jeune journaliste qui vient d'avoir un emprunt pour acheter une maison, etc., et dont la femme travaille comme fonctionnaire, de faire preuve de beaucoup d'audace quand la pression devient très forte. Mais il y a aussi tout un plaisir de se battre contre tout ça. Tant qu'on n'est pas en Russie où on tue les journalistes ou dans d'autres pays, mais c'est un plaisir de se battre. On éprouve toujours, et c'est encore Duplénel qui le dit, exercer un droit de vigilance et combattre sans cesse, quotidiennement, pour la liberté de la presse. Mais le combat que mène Transparency Mauritius rejoint forcément celle de la presse. Et je crois que c'est ça que Rajen va nous en parler. Merci Finlay, bonsoir chers amis. Oui, effectivement, au niveau de Transparency, nous travaillons sur beaucoup de projets qui relatent à la presse. Mais je voudrais d'abord rebondir sur quelques mots, quelques phrases que tu avais dit un peu plus tôt. C'est qu'au départ, on remarque aussi que lorsque les politiciens arrivent au pouvoir, ils sont déjà en opposition avec la presse, ils sont déjà en opposition avec la société civile. Et toutes les promesses qui avaient été faites avant les élections, en général, fondent dans l'oubli et leur numéro de téléphone change. Là, je parle de mon expérience de journaliste. Et on a plus difficilement accès à ces hommes politiques. Mais il y a aussi le fait que lorsqu'on parle de la presse, de quelle presse est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est une entité qui est vraiment plein? Est-ce que tous les journalistes ont les mêmes débats en tête? Est-ce qu'ils ont le même projet par rapport à ce qu'ils font? Donc il faut se poser cette question parce que très souvent on voit à Maurice, il y a des groupes de presse qui sont très à couteau tiré entre eux et c'est quelque chose qu'il faudra penser éventuellement à trouver des solutions dessus. Mais il y a aussi le fait que la presse elle-même et le politique, en fait, nous voyons beaucoup de comparaisons, beaucoup de similarités. Et je me permets de citer quelques points. Pour moi, c'est quelquefois, dans les partis politiques et dans la presse, il y a comme si deux dictatures qui prônent la démocratie. Très souvent, entre les journalistes parlent de la méritocratie, ils se battent pour que la méritocratie soit une valeur au niveau de la société, mais au sein de plusieurs salles de rédaction, cette méritocratie-là ne se reflète pas vraiment. Très souvent, il n'y a pas de structure et un jeune journaliste peut se retrouver du jour au lendemain propulsé en tant que chef de section, etc. Là, je reviens à l'autorégulation et c'est pareil pour la politique. Quelqu'un qui a, dans un premier temps, été membre d'un parti politique doit subir toutes les décisions prises par le chef de parti et qui, quelquefois, il peut décider de mettre un totalement nouveau comme ministre, comme député ou même pour avoir un ticket.
et écarter quelqu'un d'autre qui a été là depuis plus longtemps. Donc il n'y a pas de démocratie très souvent, je ne dis pas dans toutes les presses, mais bien sûr c'est un débat qui revient très souvent au niveau de la presse et au niveau des partis politiques. Je pense que sur ce plan-là, il est très important de songer à l'autorégulation et même à la régulation tout court. Comme je l'ai dit, il y a tellement de similarités et il faudrait vraiment définir c'est quoi la presse. Est-ce que les journalistes se reconnaissent tous dans une seule presse, dans un seul corps, ou bien est-ce qu'il y a des différences qui sont accrues, des rivalités, et d'autres phénomènes si un couvre un événement, l'autre ne va pas couvrir. Donc je jette un pavé et puis je laisse continuer. Alors on va écouter Élodie, Oui. certainement pour la partie française. En quoi ça rejoint un peu nos préoccupations, nos inquiétudes, s'il y a des propositions à faire. Oui, alors là j'ai surtout effectivement écouté avec beaucoup d'attention vos points et ces éléments. Juste peut-être une réaction aussi par rapport à ce que disait Touria. Il faut effectivement que les autorités soient redevables. Et c'est vrai que parfois, en fait, on voit qu'il y a un manque de confiance des lecteurs dans le travail des journalistes. Et je pense que c'est important de rappeler, mais en fait, c'est quoi le journalisme et qu'est-ce qu'on essaye de faire ce système, donc en anglais, de checks and balances. On est dans l'équilibre des pouvoirs, on va aller chercher à croiser les sources et je pense que parfois on oublie que les journalistes finalement sont là aussi d'une certaine manière pour servir les principes démocratiques et je pense qu'il est très dangereux de commencer à opposer une voix citoyenne et une voix journalistique, mais peut-être que je m'égare vers ce qui sera la troisième table ronde. À Maurice, et c'est un point que je voulais également souligner, chaque gouvernement a promis un Freedom of Information Act pour permettre aux citoyens d'avoir l'accès à l'information. Et ça, c'est quelque chose qui permettrait effectivement aux journalistes de pouvoir aussi faire leur travail dans de meilleures conditions et qui pourrait permettre de rendre effectivement les autorités plus redevables. Et ça, c'est un point extrêmement important. Ça paraît être un peu, vu de l'extérieur, une sorte d'arlésienne, hein, c'est-à-dire le truc qui ne verra jamais le jour, mais je pense que c'est important quand même de le remettre un petit peu sur la table. Deuxième élément sur le sujet même du débat, l'autorégulation. La régulation, nous, on préfère à Reporters sans frontières parler d'autorégulation parce qu'on pense en effet que les médias doivent être en capacité, ceux qui défendent un journalisme soucieux des règles déontologiques, éthiques, un journalisme indépendant, doivent pouvoir se mettre autour de la table pour aller défendre non pas les intérêts d'une corporation, mais les intérêts de l'information journalistique qui permet aux citoyens de faire les choix de manière éclairée. Et effectivement, ce qui est certain, c'est de manière globale, peut-être à Maurice en particulier, c'est que les divisions de la profession n'aident pas nécessairement à se mettre autour de la table pour aller défendre l'information journalistique, l'information qui défend qui respecte une déontologie, une éthique. C'est pourtant nous, d'après Reporters sans frontières, une voie, la seule voie souhaitable aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de médias, par exemple, qui essayent de négocier en direct avec les plateformes comme Facebook, Google, pour pouvoir remonter quand il y a des requêtes sur Internet. Mais à ce jeu-là, les médias finissent toujours perdants. Et nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut aujourd'hui que les médias puissent se mettre ensemble autour de la table, les éditeurs, ceux qui financent, l'ensemble des parties prenantes, pour pouvoir aller défendre aussi une vision du journalisme. Et
cette autorégulation, elle permet aussi d'être plus légitime derrière lorsqu'il s'agit justement d'aller demander des comptes au pouvoir et d'aller aussi défendre la liberté de la presse. Merci Élodie. Avant de passer la parole au ceux présents, je me souviens d'une phrase, je ne sais plus qui l'a dit à ce moment-là, la liberté de la presse est un droit du citoyen. Je crois que ça résume bien la chose. Mais souvent, des fois, comme avant de vous passer la parole, devant une opposition inexistante ou devant une opposition complaisante qui est en perpétuelle négociation avec le pouvoir, quand ce n'est pas le contraire, devant la démission souvent des ONG, devant la démission du citoyen qui a beaucoup de courage quand il s'agit de s'exprimer sur Facebook de manière anonyme. C'est la presse qui prend la première vague. Le tsunami frappe d'abord la presse. Doit-on continuer, nous, à assumer un rôle, en fin de compte, qui n'est pas électif et pour lequel on n'a pas été préparé? Et là, je crois que Paul va nous envoyer une méchanceté. Quand tu tournes, toi? Pour éviter le tortillage. Une caricature est plus parlante qu'un éditorial. Souvent, quand on voit une caricature, on dit on ne peut pas aller plus loin que ça, forcément. Mais pauvre n'est pas à une maladresse près, de toute manière aussi. Hein. Allez, on va passer la parole à ceux présents. Vous levez le doigt pour avoir le micro. Il y a Laurent, oui, ma vue est encore bonne, là c'est bien. Laurent Dubourg, journaliste à l'époque. Merci Finlay, bonsoir à tous. Pauvre m'a un peu coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais parler de cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il y a 20-15 ans, j'enseignais au réduit le module de journalisme et je cherchais à savoir quelles étaient les motivations de mes étudiants. Et dans le plan de carrière, il y avait très souvent l'idée de finir attaché de presse ou député ou ministre. Alors effectivement, ça fausse un peu le jeu quand on parle des relations entre le journaliste et le personnel politique. Quand on a ce plan de carrière en tête, forcément, on n'aborde pas les questions politiques de la même façon. Je voudrais savoir, je suis un peu, mes liens avec la presse se sont distendus, donc je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est une anecdote que je voudrais partager avec vous. Il y a une douzaine d'années, j'animais un mensuel qui s'appelait Diplomatis, qui traitait des questions diplomatiques. Et à un moment, 5 pays ont protesté auprès de l'OMC à propos des subventions que le sucre mauricien recevait de l'Europe. Et j'étais très surpris de voir dans les médias locaux que 4 pays revenaient tout le temps, mais pas le 5e. Alors je me suis interrogé, est-ce que mes collègues connaissent le 5e? Est-ce qu'ils ne le connaissent pas? Alors j'ai posé la question et en fait tous le savaient. Et pourtant ils ne le publiaient pas parce que le 5e pays c'était l'Inde. Alors avant, effectivement ces questions dont on parle aujourd'hui, des relations entre le politique, le journaliste, l'autorégulation, il faudrait aussi parler de l'autocensure. Alors, j'ai pas compris la seconde question. De toute manière, certainement, tu as entendu la seconde question? Non, j'ai entendu que la première. Moi, j'ai entendu que la première. Très rapidement.
5 pays ont dénoncé les subventions que touchait le sucre mauricien de la part de l'Europe auprès de l'OMC. Ces 5 pays, alors il y avait la Thaïlande, l'Australie, je ne sais plus quels étaient 2 autres. Sur ces 5, 4 étaient cités dans toute la presse mauricienne. Le 5e n'était jamais cité. Je me suis interrogé pourquoi. J'ai demandé à mes collègues s'ils le savaient. Et le 5e, c'était l'Inde. Et quand j'ai demandé à mes collègues pourquoi ils ne citaient pas l'Inde, ah mais non, mais on ne peut pas, non, ça va créer des tensions. Alors je réponds à la première partie de la question. Bien sûr. Je voulais justement répondre à Élodie justement pourquoi la presse ne veut pas se constituer en front. Justement parce qu'il y a tellement d'intérêts multiples et divers. Et Laurent a dit avec raison, comment va-t-on partager des lignes éditoriales qui sont aussi discordantes? Quand je vois après les élections se vider une salle de rédaction vers les différents ministères pour devenir attaché de presse, je me dis qu'est-ce que ce journaliste en question a fait pendant 5 ans. Il n'y a pas que chez les autres, hein. Chez nous aussi. J'ai pas d'état d'âme sur la question. Sauf que le rédacteur en chef doit exercer une vigilance de tous les instants pour voir s'il n'y a pas quelques snipers profitant justement de l'anonymat, profitant de l'influence, profitant de tout ce que les prébendes qu'on pourrait lui offrir ou lui proposer, balancer des informations qui seraient contraires à l'éthique, à la déontologie et à la ligne éditoriale du journal. Oui. En fait, pour la première partie de la question, il y a aussi le fait que le public ne voit pas d'un bon œil du tout lorsque les journalistes font ce va-et-vient entre les salles de rédaction et les postes d'attachés de presse. Mais il n'y a pas que cela. Je me souviens en 1994, Finlay et moi, nous étions pris dans une émeute à Camp-Chapelon et les gens disaient, en nous frappant quasiment, journaliste ville ambassadeur dans ce pays. Donc, il y a toujours une frontière à ne pas franchir pour moi. Mais moi, je crois que Rajan a parfaitement raison de le souligner. Quand on est journaliste, on est journaliste. Mais il n'est pas interdit qu'un journaliste puisse, par exemple, quitter le métier et se lancer dans l'arène politique, comme Jean-Claude Delestrac l'a fait, comme d'autres l'ont fait. Jean-Claude et moi, on a eu la chance d'être des deux côtés de la barrière, après notre parenthèse politique, de revenir à nos anciennes amours. Et moi, je crois que je suis passé en purgatoire assez longtemps. Je sais, ça, c'est pour lui, c'est pareil, mais il est assez grand pour se défendre, de toute manière. Voilà un peu la situation. On ne peut pas avoir des embusqués dans la presse qui l'ont déjà quelle place prendre auprès de quel ministre. Et ces ministres sont tellement bêtes. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils croient qu'un mauvais journaliste peut devenir un bon attaché de presse. Il est évident que jamais j'accepterai un poste pareil parce que je ne me vois pas le larbin de n'importe quel ministre. Sincèrement, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais quand je vois se précipiter des jeunes, souvent je fais un peu la part des choses, touchant disons 15 à 17 000 roupies dans la presse, et touchant 50 tout de suite, avec voiture, etc. On peut comprendre qu'ils soient alléchés. Et Finlay, le problème, c'est peut-être qu'ils touchent aussi 15 à 17 000 roupies dans la presse. Pardon ? Les jeunes touchent 15 à 17 000 roupies dans la presse. Enfin, l'indépendance, on parlait tout à l'heure de l'indépendance des médias qui passe par l'indépendance du modèle économique, mais l'indépendance aussi financière des journalistes. Il a raison. Les journalistes galèrent, alors c'est le cas dans beaucoup de pays, mais là, à Maurice, également, quoi. Et ça, c'est quand même une problématique, me semble-t-il. C'est pour te dire à quel point, par exemple, certains journalistes, certains attachés de presse ne connaissent pas leur boulot. Quand tu les appelles, ils tremblent, ils ne répondent pas, ils ont peur. Il m'est plus facile d'avoir accès aux ministres qu'à leurs attachés de presse. J'ai envie d'avoir... je ne vais pas citer de noms. Bon, on ne va pas citer les noms. On ne va pas balancer les noms.
au moins plus de la moitié du cabinet ministériel répond à mes sollicitations au lieu de les rattacher de presse. Je crois que c'est un peu le cas, vous aussi, quand vous téléphonez, je suppose. Pour moi, c'est un peu plus difficile. Mais c'est tellement facile en plus parce qu'elle reste au bureau, elle écrit les éditoriaux, elle n'a pas besoin de ministre. Non, c'est pas ça. Non, nous, m'est arrivé de téléphoner à des députés, même pas des ministres, qui ont coupé, qui ont dit qu'ils ne parlaient pas à cette section de la presse. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Là, pour les attachés de presse, je comprends le point de vue d'Elodie parce que c'est vrai que quand vous avez un journaliste qui travaille, qui galère, il saute sur la première occasion pour se faire un salaire décent qui lui permet de vivre. Le problème, c'est que pendant qu'il est journaliste, en train peut-être de se positionner pour devenir attaché de presse un jour, au cas où, ça fausse le jeu démocratique. C'est comme l'opposition qui est dans l'opposition, qui sont en train de se positionner pour former une alliance avec un autre parti qui est au pouvoir. Ça aussi, ça fausse le jeu. C'est ça le problème, mais on comprend les enjeux. Et on comprend évidemment la situation, malheureusement, pas très rose des journalistes. Allez, question dans la foule. Thierry, micro, on ne peut pas parler sans micro, Thierry. Il y avait une deuxième question de monsieur là-bas qui était sur justement l'autocensure à propos des pays. Et sur le fait de cacher le nom de l'Inde comme un des pays qui critiquait la subvention sucrière. Enfin, l'autocensure. Il est évident, il y a des paramètres dans lesquels on opère. Mais censurer, personne ne peut censurer. Il y a toujours un moyen, par des formules, de dire ce qu'il faut dire. Censure, je vais vous dire, c'est passé. Autocensure, pour ceux qui sont un peu de ma génération. Une fois, le Premier ministre, c'était il y a des années de cela, à Niro-Jagannath, était à Grand Bassin pour un pèlerinage, le Grand Bassin. Un espèce de malade psychotique, etc., armé d'un rasoir, a essayé de s'approcher de lui et avait réussi à lui mettre carrément le rasoir sous la gorge. Heureusement, les gardes du corps ont vite fait de camoufler. Vous imaginez, toute la presse s'est emparée de cette histoire-là. Et tout de suite, on a eu des coups de téléphone du bureau du Premier ministre pour dire « On ne vous censure pas, c'est assumer vos responsabilités. Le type qui a essayé de faire ça est un musulman. Le pèlerinage n'est pas terminé parce que le gros de la troupe des hindous pèlerins allait redescendre sur pour lui pour entrer à Triolet. Si vous voulez une bagarre raciale, donnez le nom du type. » Quand on est en face de ce genre de situation, bien évidemment, personne, mais comme un seul homme, la presse a réagi, personne n'a publié le nom de l'agresseur en question, mais on l'a publié après, bien évidemment. Quand le pèlerinage était terminé, une semaine après, on avait publié le nom, et cette chose-là est passée de manière tout à fait naturelle. Mais alors que sous le coup de l'émotion, à ce moment précis, si la presse en avait parlé, ça aurait pu être l'étincelle qui aurait provoqué un gros incendie. Encore dans la salle? Bruno? Ah, c'est lui, c'est une éminence grise, vraiment. Oh, oui, voilà, ça marche. Ok. Alors, j'ai été touché par la juxtaposition que Mme Prayag a faite de Philippe Forget, fondateur de l'Express, et Jean-Claude Delestrac. Alors, évidemment, Jean-Claude Delestrac, c'est un hybride. Il sait comment naviguer le champ politique. Il peut très bien s'accommoder d'une grande familiarité avec les politiques et ensuite prendre sa plume et écrire. Alors, quand il prend sa plume, c'est certain que dans beaucoup de cas, quand on lit ce qu'il a écrit, on réalise qu'il est capable d'indépendance. Mais qu'en est-il quand il se tait, quand il n'écrit pas? Il ne va pas passer sa vie à écrire.
Non, c'est son choix. C'est son choix. Hein. Peut-être lui poser la question. Quand il se tait, ça doit être un silence assourdissant. Du moins, je le crois. S'il a toujours des opinions tranchées sur tout. Est-ce qu'il lui arrive de se taire? Le sait-on? On ne veut pas reprocher à quelqu'un de ne pas écrire. Oh. Ouais. Non, surtout que s'il a quitté le métier. Ouais. Mais c'est très difficile d'interpréter pour le lectorat, d'interpréter un silence. Il n'a pas besoin d'électeurs et encore moins d'électeurs. Il n'est plus en compétition de toute manière. Il n'est plus dans l'arène politique. Ouais. Allez, quelqu'un d'autre, on prend une dernière question. On prend une dernière question parce que Lucie est en train de me bousculer là, moi. Bruno Albin, qui est une éminence grise de la presse. Bonsoir à tous. Une question sur la façon dont les journalistes doivent essayer de s'autoréguler ou ne doivent pas essayer de s'autoréguler. Le hasard a voulu que je sois parfois autour de la table dont vous parliez, dans des conditions qui ne m'ont pas totalement satisfait, mais où on devait essayer d'élaborer un code de déontologie. À l'époque, je travaillais à la télévision publique française, et les journalistes, et parmi eux des représentants des sociétés de journalistes et des représentants d'organisations syndicales, étaient très attachés à la définition, à l'élaboration d'un code de déontologie des journalistes de la rédaction à laquelle j'appartenais. Ça m'a choqué beaucoup. Ça me choquait beaucoup. L'idée même de codifier le comportement journalistique est quelque chose qui, personnellement, me chagrine un peu. C'est-à-dire que le code, c'est quelque chose d'extraordinairement contraignant et on peut le lire de toutes sortes de façons différentes. À quoi je préfère largement laisser les journalistes face à eux-mêmes, à leurs responsabilités face à leurs lecteurs et à la culture de l'éthique qui me semble être une attitude individuelle beaucoup plus responsable et beaucoup plus exemplaire dans le long terme. Voilà, je soumets ça à votre... Alors, vous laissez Élodie répondre sur la dernière réponse avant qu'on vous remercie. Oui, récemment, il y a quelque temps, nous avions fait un communiqué par rapport à multiples déclarations de Jean-Luc Mélenchon pour ériger une sorte de tribunal pour les journalistes. Et Reporters sans frontières a souvent dit, évidemment pas qu'il fallait non pas un tribunal, voilà, pour les journalistes, mais ne pas empêcher pour autant la critique. Et c'est vrai que les journalistes demandent au pouvoir politique d'être redevables, et ils doivent l'être également d'une certaine manière. Dans beaucoup de pays, dans 110 pays dans le monde, il existe ce qui s'appelle les conseils de la presse, où les journalistes, et non pas les autorités, les journalistes, des représentants des médias, même des lecteurs, sont autour de la table pour justement discuter d'un certain nombre de cas de défaillance, on va dire, des règles éthiques et déontologiques. Je crois que aujourd'hui, la profession a beaucoup eu peur justement d'une sorte de code qui serait liberticide, et en cherchant à fuir, et bien évidemment, c'est toutes les règles liberticides qui sont autant de freins à la liberté d'expression, et bien du coup on est passé à côté d'une autorégulation qui aurait pu être salutaire, notamment quand on voit toutes les atteintes liberticides sur l'information et les lois des gouvernements un peu partout dans le monde qui tentent justement de couper le robinet d'Internet, qui tentent d'ériger des lois qui ont pour objectif d'une certaine manière de museler la presse indépendante. Et donc tout ça pour dire que
les codes de déontologie ne sont pas une mauvaise chose. Au contraire, nous, on prône vraiment, et je pense que c'est le message qui doit être très clair de Reporters sans frontières, nous prônons les règles déontologiques, les règles éthiques, les codes de conduite, et nous allons même plus loin en disant que ces codes doivent être adaptés au monde réel, c'est-à-dire on est en 2019. C'est plus 1970, la charte de Munich, voilà. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir mettre ces règles déontologiques d'une certaine manière à jour et travailler avec les plateformes, Facebook, Google, etc., qui sont les nouveaux architectes de l'espace public de l'information et de la communication pour qu'ils puissent intégrer ces règles. Donc vraiment, moi j'irais plus loin même en disant il nous faut ces codes de conduite. Et il faut même qu'on puisse les intégrer aux nouveaux espaces publics de l'information dans lesquels on vit aujourd'hui. Je crois que Jean-Claude Delesac réclame un droit de réponse qui ne lui sera pas donné. C'est sûrement pas un droit de réponse, mais un éclaircissement. Je voudrais signaler que ce débat existe dans la presse mauricienne depuis une trentaine d'années, et l'idée d'une autorégulation a été torpillée par des journalistes et non des moindres pour de mauvaises raisons. Je ne vois pas des raisons pour lesquelles le corps journalistique serait le seul à ne pas vouloir un code. Les avocats ont un code, les architectes ont un code, les comptables ont un code, tous les corps professionnels ont un code déontologique. Et pourquoi les journalistes se donneraient le pouvoir de tout critiquer, de tout dire, et ne pas accepter eux-mêmes de s'auto-réguler, sans intervention de l'État? Le risque est que si la presse mauricienne continue à refuser un code déontologique et une autorégulation, ça forcera l'État à imposer un code déontologique. C'est un gros risque et ce sera plus du tout la même chose. Il y a au sein du Mediatrust, il y a un rapport qui avait été fait, et il y a un projet de loi qui avait déjà été proposé, et je pense que plus que jamais le Mediatrust, je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu, si ça existe encore vraiment aujourd'hui, devrait s'intéresser à la question, parce qu'au cas contraire, quand je vois la posture qu'adopte l'État, le gouvernement, les ministres vis-à-vis de la presse et d'une certaine section de la presse. Mais cette section-là, elle est assez grande, hein, c'est une grosse section. Et l'État va finir par imposer un code sur les journalistes. Merci Jean-Claude. Je peux dire quelque chose. Lucie, on a droit à combien de minutes encore? Alors, on a les dessins de Pov pour finir, je crois, Finlay, puisqu'après, nous allons prendre un petit temps de pause avant le dernier débat. Pour ce dernier débat ou partage, si vous voulez, de la 3e édition de la Nuit des idées. Face au présent, les nouveaux enjeux du journalisme. Il sera question durant la prochaine heure de journalisme citoyen. Un phénomène souvent critiqué, mais qui prend de manière incontestable ses assises sur la société, la révolution numérique et l'explosion des réseaux sociaux aidants. À Maurice comme ailleurs, on assiste à un bouleversement radical donc de notre rapport à l'information et à la connaissance. Blogueurs, influenceurs, lanceurs d'alerte, un nouveau journalisme citoyen, c'est toute la question que nous posons ce soir. Et pour nous aider dans cette réflexion, j'ai autour de moi Élodie Vial, donc, que vous avez dû rencontrer ou entendre plutôt. Élodie Vial, responsable du bureau journalisme et technologie chez Reporters sans frontières. Anju Ramgoolam, chef d'édition et journaliste à La Sentinelle. Anju Ramgoolam, connu pour sa langue, ou plutôt sa plume, je devrais dire, bien pendue. Ingrid Charroux, chef d'entreprise, qui nous a rejoint ce soir en tant que lanceuse d'alerte. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Et celui qui va nous amener un peu de fantaisie dans toute cette intellectualité, David Stafford, blogueur mode et
influenceurs. Et vous aurez bien évidemment, cher public, vers la fin du débat, l'occasion d'interagir et de poser des questions à nos intervenants. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, comme son nom ne l'indique pas, le journaliste citoyen est un citoyen qui n'est pas journaliste et qui prétend, sinon faire œuvre de journalisme, du moins écrire des articles susceptibles d'intéresser au moins une personne. Alors, Ingrid Charroux, dans votre cas, c'est une vidéo qui a été le déclencheur et vous vous êtes retrouvée volontairement ou involontairement dans le rôle d'une lanceuse d'alerte. Effectivement. Alors, avant tout, je suis citoyenne mauricienne, j'adore mon pays et le jour où j'ai fait cette vidéo, je ne m'attendais pas à tout l'engouement qu'il allait y avoir après. Donc, je vous raconte l'histoire. J'allais faire une livraison dans un hôtel dans l'Est. Et dans l'Est, il y a une très grande plage publique, la plage de Bellemare. Et j'ai été choquée par l'état de la plage, avec tout l'immondice et les plastiques, tous les déchets qui traînaient partout. Il était midi. Et à midi, normalement, je sais que les district council viennent pour nettoyer les plages le matin. Et à midi, c'était infect. Alors, je suis passée par la route, je suis allée à l'hôtel faire ma livraison et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse une vidéo pour montrer cette horreur. Parce que c'est inadmissible en 2019 de voir autant de saleté et d'irrespect. Donc j'ai fait la vidéo et le temps de quitter Bellemare pour remonter à Grand-B, il y avait déjà plus de 15 000 views sur la vidéo. Et cette vidéo a touché plus de 200 000 personnes. Je suis vraiment contente parce que je vois que beaucoup de Mauriciens, au fait, aiment leur pays et n'aiment pas la saleté. Et je pense qu'en montrant cette vidéo qui était assez rude, j'ai mis un point sur quelque chose qui est inacceptable. Vous parliez beaucoup d'éducation civique. L'éducation civique, les valeurs. C'est tellement facile de jeter sa merde à côté et franchement, et d'irrespect pour ceux qui viennent à la plage après, etc. Ce qui m'embête sur ce sujet, c'est que, allons dire que bon, il y avait une fête ce jour-là. Et il devait y avoir beaucoup de marchands ambulants avec beaucoup de sacs plastiques. C'est que la veille, de 8h du soir jusqu'à midi, combien de plastiques ont fini dans la mer? Et par cette vidéo, franchement, je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu beaucoup de messages de beaucoup de Mauriciens, de Maurice, mais de beaucoup de Mauriciens à l'étranger, que ce soit du Canada, de Singapour, de Hong Kong, d'Australie, de partout. Et je sais que j'ai touché quelque chose d'important. Et depuis ce post, bon, j'ai fait 3 vidéos en tout. Et depuis ce post, je reçois beaucoup, il y a beaucoup maintenant sur Facebook de vidéos concernant l'environnement, le plastique. Et voilà quoi. Anjoul Ramgoulam, une réaction par rapport à cette situation, comme Ingrid, de nombreux Mauriciens, des citoyens, donc dénoncent au quotidien, en particulier sur la toile, des travers de notre société. Comment vous, journalistes professionnels, on va dire, vous percevez cette manière d'informer ou de s'informer? Bonsoir Géraldine. En fait, ce que dit Ingrid illustre parfaitement le journaliste citoyen. Et nous sommes appelés de plus en plus, surtout à travers les réseaux sociaux, etc., à travailler avec. Le journaliste traditionnel et le journaliste citoyen bossent bien ensemble, à mon humble avis. Donc, parce que le public est de plus en plus associé à la production de l'information, même s'il ne se substitue pas à l'expertise journalistique. Si vous voyez ce que je veux dire, on est censé creuser, fouiller, enquêter, hiérarchiser, tout le tralala, voilà.
mais qu'on le veuille ou non, de nos jours, Facebook, avec 2,27 milliards quand même d'utilisateurs, soit presque la moitié de la planète, Facebook est devenu une des principales sources d'infos. Et dédaigner Facebook, dédaigner l'info que nous donne le journaliste citoyen, c'est plus possible. Alors, un des principaux apports du journalisme citoyen est de permettre à des voix discordantes de s'exprimer ou à des sujets boycottés de trouver une tribune. Les médias traditionnels, par contre, tenus pour durer, comme on l'a entendu dans les précédents débats, de correspondre au goût de leur électorat ou audimat, si difficilement conquis, sont probablement moins enclins à la diversité et à l'insolite. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une collaboration, donc vous le disiez, qui s'est naturellement installée entre le journaliste professionnel et le journaliste citoyen. Des vidéos, des photos, des bandes sonores ou encore des documents confidentiels compromettants balancés sur la toile sont souvent récupérés et publiés dans les médias traditionnels après recoupage, bien évidemment. Et il y a aussi ces citoyens qui écrivent pour donc des journaux. Est-ce une tendance qui se précise ailleurs également, Élodie Vial? Oui, je pense que quand on parle de... Nous, à Reporters sans frontières, nous défendons les journalistes citoyens, parce que comme je le disais précédemment, on ne défend pas les journalistes en tant que corporation, mais on défend le journalisme libre, indépendant, pluriel. Et dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régimes autoritaires, il n'y a plus de journalisme indépendant. Les médias sont complètement liés au pouvoir en place, et donc les seuls capables d'émettre une voix dissidente, une voix indépendante, sont des citoyens. C'est le cas évidemment dans les pays en guerre, mais c'est le cas aussi dans beaucoup de régimes. Je pense par exemple au Vietnam, parce que on travaille pas mal sur ce pays également, et au Vietnam, effectivement, ce sont des citoyens qui peuvent permettre, et notamment d'ailleurs sur des sujets environnementaux souvent, qui peuvent mettre des sujets sur la table, parce qu'il n'y a plus de journalisme indépendant. Donc, je le dis parce que précédemment, on semblait dire « Ah oui, mais aujourd'hui, tout le monde est journaliste, tout le monde peut émettre des informations ». Nous, on défend toujours un filtre journalistique, c'est-à-dire, vous le disiez, recouper les infos. On joue avec chef d'édition, elle sait ce que c'est. Il faut aller croiser les sources, hiérarchiser, mettre en contexte. C'est ça notre plus-value de journaliste. Mais voilà, pour autant, il faut qu'on puisse compter sur les journalistes citoyens, et ils sont effectivement nombreux à s'exprimer dans les pays, notamment où la presse est muselée. David Safford, dans tout cela, vous n'êtes pas en reste. Avant de nous intéresser à votre activité, dites-nous par quels moyens vous vous informez vous-même? Journaux, radio, télé, Internet? Donc c'est plus Internet. Et comme je fais plusieurs blogs, mode, et moi c'est plus informer les gens, informer mes followers par rapport aux tendances mode, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc je rappelle que vous êtes avec nous ce soir en tant que blogueur influenceur. Parlez-nous justement de ce que vous faites, comment et pourquoi. Alors, c'était plus une passion avant, une passion de mode. Et j'informe aussi qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la mode ici à l'île Maurice. Donc, cela aide les followers à savoir les nouvelles tendances, etc. Ou quels sont les défilés à aller voir et tout. Mais aussi, par rapport à moi, ce que je fais, c'est comparer aussi, parce que ici, avec les journalistes, il y a beaucoup de journalistes qui confondent et qui donnent des créateurs le nom de haute couture. Et qui est totalement faux, parce que pour avoir haute couture, il faut une fédération. Et c'était tout le temps ça que je me bats contre les journalistes. Alors, blogueur, influenceur, David, vous avez donc choisi la mode. Il y en a d'autres qui font dans de l'institutionnel, politique, santé, environnement. Quelle en est la motivation et dans quelle mesure cela informe le citoyen, Élodie? Les influenceurs, effectivement, là, ce qu'on peut dire, c'est que
on peut parler d'influenceurs. Je pense que c'est important aujourd'hui de faire le distinguo entre les journalistes qui rapportent les faits et les éditorialistes. Si je fais un parallèle avec la France, on constate une grande défiance vis-à-vis de la profession en ce moment. Je dirais proche du réel, de ce qu'est vraiment le journalisme. Voilà. Donc ça, c'est une partie des influenceurs. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, peut-être vous allez poser la question après, je ne sais pas, je ne voudrais pas m'avancer, des lanceurs d'alerte aussi. Et ça, c'est des personnes, je pense qu'il faut vraiment penser à défendre, parce que c'est des gens qui risquent tout, juste pour pouvoir donner une information qui est d'intérêt général et qui ne sortirait pas si eux ne la sortent pas. Donc nous, ce que nous disons, c'est que quand il y a eu, on a connu ça avec Wikileaks, Snowden, et quand il y a eu toutes ces révélations, on a commencé à s'intéresser aux lanceurs d'alerte, à ceux qui révèlent des leaks et qui nous permettent à tous d'avoir accès à des informations d'intérêt général. Et je pense que c'est quelque chose qui va être amené, effectivement, qui se développe, qui va être amené à se développer et qu'il faut percevoir un peu en complémentarité avec le journalisme. Ingrid et David, vous êtes tous les deux très actifs sur le net, l'une qui dénonce et l'autre qui œuvre à la promotion d'une industrie. Doit-on comprendre que vous avez décidé de prendre les choses en main tout seul parce que vous n'avez pas trouvé la plateforme professionnelle idéale pour vous exprimer et toucher votre cible, toucher le public que vous vouliez? Ingrid. Pourquoi ce choix d'avoir fait cette vidéo et de l'avoir postée? Parce que c'est mon ras-le-bol. C'est un ras-le-bol de voir la saleté. Voilà, je voulais juste partager et je m'attendais pas à avoir autant de views. Et au fait, les gens m'ont dit, vous avez ce que vous avez posté, vous avez dit tout haut, ce que tous les gens pensent tout bas, c'est tout. Et puis, j'ai eu des menaces de mort. Hein. Faut pas croire. Hein. Mais c'est pas grave, je vais continuer mon combat et je vais continuer à partager des choses et à ouvrir ma grande gueule. Voilà. Et à ce moment précis, vous n'avez pas eu idée, après cette vidéo, de l'envoyer plutôt à une boîte de presse, à une radio, à un journal? Elle a été reprise sur l'Express.me. Oui, elle a été reprise par la suite, mais je voulais juste faire comprendre cette décision, cette initiative donc de poster moi-même, de dénoncer moi-même. Donc ce que je veux savoir, est-ce que c'est parce que par manque de confiance par rapport aux boîtes de presse traditionnelles, professionnelles, si on peut dire, d'où vous est venue donc cette motivation? Non, moi je voulais poster sur ma page. Bon, j'ai 3000 personnes sur ma page et je voulais partager avec eux. C'était pas public au départ, et puis j'ai une amie qui m'a contactée pour me dire, mais Ingrid, est-ce que je pourrais la partager sur sa page? Je vous interromps quelques secondes. Donc ce dessin, je crois, va vous intéresser, le dessin de Pauvre, voilà. Tout à fait ça. J'espère que vous avez vu la vidéo, hein, vous tous là. La première vidéo. Ouais. C'est bon, oui, vous étiez bien lancé sur cette décision de poster sans passer par intermédiaire, sans passer par la presse traditionnelle. Voilà, et au fait, il y a une amie qui m'a contactée de La Réunion qui m'a demandé si elle pouvait poster sur sa page de presse. J'ai dit avec plaisir, donc je l'ai mis public, et de là, ça a été repris après par l'Express, ça a été repris par pas mal de journaux, et ça a fait le buzz pendant 2 semaines. Vous disiez, Anju, que donc voilà, ça a été repris par les autres boîtes de presse, ce que Ingrid avait posté. Oui. D'accord, ce qui rejoint un peu cette collaboration dont on parlait au début, donc entre les journalistes citoyens et le journaliste professionnel. Absolument. Alors, David, vous, pourquoi ce choix de vous lancer sur le... Enfin, moi, j'ai voulu comme si commencer à bloguer par rapport à la mode. Parce que je voyais que, surtout quand on parle de mode, c'était évasif. Et malheureusement, bon, même si on est une île qui est dans le textile,
Et c'est dommage qu'on n'a pas vraiment un Fashion Week, de la haute couture vraiment. Et c'est de là que voilà, j'ai essayé de vraiment informer les gens du milieu. Ceci dit, Anjou Ramgoolam, on pourrait également vous qualifier d'influenceuse ou de lanceuse d'alerte, si l'on tient compte de vos écrits, de vos plumes plutôt, devrais-je dire. Je ne sais pas trop qui j'influence. Vous alertez quand même l'opinion publique. En fait, ce que je fais, c'est, en toute humilité, je donne mon opinion. Je ne l'impose pas. Et bon, on m'a toujours dit que le bon journaliste est celui qui est lu. Et j'estime que pour être lu, il faut être proche des gens. Mon patron à moi, ils sont plus là les patrons. Donc mon patron à moi, c'est vraiment mon client, c'est vraiment mon lecteur en fait. Donc que ce soit des critiques positives ou négatives, on est tenu d'accepter ça de par le métier qu'on fait. Et donc et voilà quoi, c'est vraiment être à l'écoute du lecteur, de voir ce qui lui plaît, le sujet dont on doit traiter, etc. Et voilà. Mais en même temps, vous avez des contraintes que Ingrid ou David n'ont pas. Absolument. Du pas de fait que je sois hébergée justement par un journal, il faut quand même exercer une forme d'autocensure. Ça, on l'apprend à nos dépens au fil des années. Mais effectivement, on est tenu justement de s'autocensurer un peu quelque part. D'accord. Alors, on le disait au début, et Elodie, le journaliste citoyen est souvent vertement critiqué, en particulier par les professionnels. Ça ne sait pas écrire, ça ne vérifie pas ses informations, ça frise souvent la diffamation, ça ne sait pas de quoi il parle. Il y a quand même une part de vérité dans tout cela, selon vous. Oui, je pense qu'en fait, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on met derrière ce vocable journalisme citoyen. C'est pour ça que j'ai volontairement, parfois, peut-être que je fais un peu un pas de côté dans le débat, mais c'est volontaire. Il y a des pays dans lesquels l'information indépendante, elle n'existe pas sans les journalistes citoyens. Après, c'est sûr que à partir du moment où vous fournissez un outil aux gens, ils vont s'en servir pour s'exprimer et puis parfois pour dire n'importe quoi. Oui. Est-ce pour autant qu'il faut derrière aller mettre en place des législations liberticides pour freiner la liberté d'expression à tous? Je pense pas que ça va dans le sens de ce que chacun souhaite. Et moi, je pense, et c'est ce que nous souhaitons à Reporters sans frontières, c'est d'aller plutôt vers des solutions, je l'ai dit tout au long de cette soirée, des solutions concertées, que la profession se concerte autour de la table avec les lecteurs, dans une logique de redevabilité, non pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des lecteurs. Ça va aussi peut-être vers une plus grande éducation aux médias. On a en fait une accélération technologique qui se produit avec tous ces nouveaux outils qui nous parviennent dans les mains. Et du coup, chacun peut-être ici parfois a diffusé même une fausse information, mis un like, il y a un côté hyper compulsif. Il faut renforcer l'éducation digitale, l'éducation aux médias. Désolée, c'est pas nécessairement la solution miracle, mais c'est la seule et unique solution pour permettre de mieux appréhender ces nouvelles technologies. Et je voudrais juste d'ailleurs à ce sujet dire quelque chose parce qu'on dit souvent c'est les jeunes. Et là, il y a une étude du Pew Research Center aux États-Unis qui vient de sortir récemment et qui disait que ceux qui diffusent le plus de fausses informations sur Internet sont les plus de 65 ans. Parce qu'en fait, comme ils n'ont pas justement été élevés, je dirais, avec toutes ces technologies et les ont découvertes souvent de manière frénétique après avoir été complètement réticents à tout ça, et bien du coup, il y a une incompréhension finalement de ce que sont ces nouveaux outils, de leur capacité. Et donc quand on commence à comprendre le potentiel, et ben on se dit on va tout couper. Voilà, donc bon, je pense que voilà, en tout cas c'est assez clair de ce que pense Reporters sans frontières sur ce point. Ingrid Charroux, demain on dit que voilà, tous ceux qui postent des trucs, il y a des règlements à suivre, on vous donne une liste de règlements, vous réagissez comment? Parce qu'il faut dire que dans votre vidéo, vous êtes quand même assez cru. Le langage, c'est le langage de tous les jours. Les images sont des fois peut-être ce qu'on ne va pas montrer publiquement.
Alors si on vient vous dire quelque part, Ingrid, ben, on va te museler, ça se passe comment? Je continuerai quand même. David? Pareil, parce qu'on a besoin de s'exprimer. Et c'est ça la démocratie, au fait, d'avoir une liberté d'expression. Et voilà. Alors Ingrid, pour revenir sur votre expérience à vous, donc il y a eu une première vidéo qui a suscité donc beaucoup de critiques positives, mais aussi négatives. Donc ce qui vous a motivé à faire une deuxième vidéo, suivie d'une troisième. Donc de ce qui a découlé de ces vidéos, et on a eu le temps d'échanger avant ce débat, et vous m'avez dit que voilà, ça vous a décidé de dénoncer autre chose, ou du moins de parler d'autres choses qui concernent le pays. Oui. Au fait, sur la première vidéo, comme c'était une vidéo que j'avais faite en français, j'ai reçu quelques commentaires pour me dire de rentrer chez moi. Chez moi où? Chez moi, Maurice, c'est chez moi. Hein. On est là depuis 1721. Et c'est autant chez moi que chez tous les autres. Et donc, je me suis dit, je vais faire la seconde vidéo en créole pour bien montrer que je suis mauricienne, citoyenne mauricienne, que j'aime mon pays, que j'ai pas envie de vivre, sorry hein, de l'expression, mais dans la merde. Et de la deuxième vidéo, j'ai eu encore 2 insultes. Et j'ai fait une troisième vidéo où j'ai commencé à raconter un peu l'histoire de Maurice. Donc je me suis dit, je vais continuer mes vidéos, cette fois-ci sur l'histoire des Mauriciens. De d'où on vient, nous tous, toutes les diasporas, tous les mélanges qu'il y a. Et j'aimerais bien que les Mauriciens commencent à réfléchir comme des Mauriciens et à se sentir comme des Mauriciens. Pas moi je suis hindou, moi je suis musulman, moi je suis chinois. Non, on est là depuis 200 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans. On est des Mauriciens avant tout. Donc j'aimerais, je sais pas si je pourrais, mais j'aimerais changer un peu, changer quelque chose dessus, quoi. Pourquoi est-ce que les Mauriciens, quand ils sont à l'étranger, ils se sentent Mauriciens? On est tous kunta kunte, on est tous ensemble. Et à Maurice, on est tous dans notre bande. Chacun pousse au chacun, comme on dit en créole. Assez, voilà. Anjou, en tant que journaliste professionnel, ou du moins journaliste engagé dans une boîte de presse professionnelle, est-ce que vous pouvez avoir les mêmes ambitions qu'Ingrid? On essaye déjà, en fait. Il y a une photo qui me vient en tête, là récemment, pour Cavadi. On a posté justement une photo d'un petit créole d'un Rasta, pardon, qui participait à la fête, et la façon dont la photo a fédéré tout le monde. Bien sûr, il y a eu des critiques, on aura toujours ça. On n'a pas la prétention de pouvoir changer le monde ou les mentalités en un clic. Voilà, en un clic ou deux. Mais on essaye justement de cultiver ce mauricianisme en parlant créole, en utilisant de plus en plus le créole, qui est notre langue maternelle, en justement montrant que nous sommes tous mauriciens, on est tous issus d'un mélange quelque part, mais on essaye, oui, autant que faire se peut. Alors, quoi qu'il en soit, nous sommes dans une révolution de j'ai vu, je filme et je partage, parce qu'il faut que le monde sache. Et derrière suivent les commentaires, les opinions, les critiques d'autres citoyens avides de s'exprimer. Est-ce cette liberté d'expression qui doit être défendue? Élodie? Oui, je crois que la réponse est claire, oui. Anjou? Oui. Absolument, mais j'ajouterais à ce que dit Élodie, ma liberté d'expression s'arrête là où j'empiète sur celle de quelqu'un d'autre. Ou du moins là où le business de ton patron commence. Pardon. Oui, Élodie. Donc peut-être un peu plus sur cette liberté d'expression. Donc on voit déjà la différence là entre Anjou et entre Ingrid. Les deux sont certes animés de la même passion. Même moi, en tant que journaliste, j'aurais aimé dénoncer tout et n'importe quand, mais en même temps, il y a les réalités du journaliste professionnel et du journaliste citoyen. Oui, alors c'est vrai que Anjou tout à l'heure a parlé d'autocensure. Elle voyait que j'étais, j'étais un peu crispée.
malheureusement, je reviens sur les législations liberticides ou quand il y a ce qu'on appelle à Reporters sans frontières des procédures bâillons contre les journalistes. Quand vous avez effectivement 3 journalistes interpellés à Maurice, leur domicile perquisitionné, c'est un message envoyé à l'ensemble de la presse pour mener les autres journalistes à l'autocensure. Et c'est bien là l'objectif de toutes ces législations. Voilà. Donc effectivement, il faut préserver un cadre législatif, un cadre, on parlait précédemment d'autorégulation, qui permet aux journalistes de s'exprimer voilà, de manière libre. Ce qu'il veut, la liberté amène la responsabilité. La liberté amène la responsabilité, c'est-à-dire effectivement qu'on va croiser les sources. On parlait beaucoup de Mediapart pris en exemple. Mediapart, ils ont des tas d'histoires sous le capot qu'ils ne sortent pas. Parce qu'il faut vérifier, revérifier, revérifier l'information. Et puis parfois on a des dossiers qui restent comme ça pendant longtemps avant qu'on les sorte. Et nous aussi à Reporters sans frontières, parce que ce qu'on fait c'est du journalisme en fait. On sait qu'il se passe des choses dans des pays. Et puis avant d'aller en faire une communication publique, eh bien on va vérifier, revérifier, revérifier l'information. Donc je pense qu'il faut toujours... j'ai envie de dire gueuler lorsque la presse est attaquée. Et il faut bien prendre conscience du fait que cette grande liberté, elle doit venir effectivement avec une responsabilité et renforcer donc tout ce qui touche au code de déontologie, mettre la profession autour de la table pour aller dans ce sens. Et les lanceurs d'alerte, ils prétendent pas être journalistes. Ingrid, elle a jamais prétendu remplacer, mais c'est vrai que peut-être que certains ont aussi à un moment joué un rôle que les journalistes ne jouaient pas. Ça, c'est pas à moi de le dire. Mais en tout cas, il y a une complémentarité à créer. Je crois que c'est une erreur de se sentir en tant que journaliste menacé par les réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a... Ces réseaux sociaux sont quand même des acteurs, et Andrew l'a dit, moi je l'ai bien répété, qui sont des acteurs qui jouent un grand rôle dans la distribution de l'information et qui ont eux aussi leur responsabilité à prendre là-dedans. Blogueurs, influenceurs, lanceurs d'alerte, un nouveau journalisme citoyen. C'est clair, l'essor des nouvelles technologies a donné la possibilité aux citoyens d'être à l'avant de la scène, de participer à l'information. Chacun peut s'exprimer via un blog, prendre des photos et des vidéos avec son portable, caméra de poche et les envoyer au monde entier. Mais il est clair aussi que tout le monde ne peut s'improviser journaliste. Sur ce, je vous laisse la parole, cher public, si vous souhaitez commenter tout ce qui a été dit ou poser une question à un de nos intervenants. Et le temps qu'on prépare les micros et qu'on passe, on va juste faire honneur à ce nouveau dessin de Pov. Hop, je partage la photo. Applaudir Pov. Alors voilà, on a fait le tour de la question par rapport au journalisme citoyen, la relation entre le journalisme citoyen et le journalisme professionnel. Alors si vous avez des questions, si vous voulez intervenir sur le sujet, vous êtes le bienvenu. Allez-y, monsieur. Oui, bien, bonsoir. J'avais juste une question plus pour Élodie, c'est qu'elle nous rappelle, et c'est énorme, combien il y a de journalistes emprisonnés et combien il y en a qui ont été tués en faisant leur métier. Merci. Élodie. Oui. Eh bien, c'est chaque année, nous, notre marronnier à nous, on parle souvent des marronniers dans la profession, comme les sujets qui reviennent régulièrement. Et nous, notre marronnier à nous, c'est le classement mondial de la liberté de la presse. Et chaque année, ce qu'on dit,
il y a des couleurs, donc les pays sont noir, rouge, jaune, blanc, et chaque année, la carte s'assombrit. D'ailleurs, si certains pays restent, je tiens à préciser, c'est parce que si certains pays restent à leur place dans le classement de Reporters sans frontières, ça ne veut pas dire qu'ils stagnent. Parfois, en fait, ils reculent, mais comme tout le monde recule, il y a un effet mécanique qui fait que vous pouvez garder votre place dans le classement tout en reculant dans les faits. Et effectivement, là, on a vu pour l'année 2018, on a eu encore plus de morts, et on a des morts dans des démocraties, on a des morts évidemment des journalistes qui meurent en Syrie, on a beaucoup de journalistes qui meurent au Mexique, et ce sont souvent des journalistes en fait qui enquêtent sur des sujets sensibles, généralement les rapports entre là on a sorti récemment un rapport sur les mafias. La corruption du pouvoir, c'est souvent le sujet qui porte atteinte qui in fine porte atteinte à l'intégrité physique des journalistes parce que en représailles. Et puis quelque chose aussi que je veux rapidement souligner, c'est que la situation se dégrade de manière internationale aussi parce que la situation se dégrade dans les démocraties. Et ça envoie un très mauvais signal à tous les régimes autoritaires qui n'attendent que les déclarations d'un Donald Trump sur les fake news pour aller justement parfois légiférer au nom de la nécessité de lutter contre les fake news et se servir de cela comme prétexte pour museler les médias. Et au sein de l'Union européenne, récemment, la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia à Malte, au sein même de l'Union européenne, a été assassiné. Jan Kuciak, journaliste slovaque. En Bulgarie également, une journaliste de 30 ans a été sauvagement assassinée. Et c'est des cas que nous suivons au quotidien à Reporters sans frontières, que nous documentons. Et effectivement, ce que nous appelons aujourd'hui la lutte contre les prisons invisibles, voilà, et puis tous ces nouveaux espaces numériques ne doivent pas nous faire effectivement oublier tous ces combats et la situation des journalistes comme ça qui se dégradent à l'international. Blogueurs, influenceurs, lanceurs d'alerte, il y a plein de jeunes là, je vois, qui doivent être scotchés à leur écran, donc au quotidien, tout le long de la journée. Alors peut-être Ingrid, quand on entend Élodie parler justement de ces journalistes qui sont muselés, ces journalistes qui sont enfermés, ces journalistes qui sont tués, donc dans certains pays, vous n'aurez même pas osé poster la vidéo que vous avez postée. Donc quand vous entendez toutes ces histoires, qu'est-ce que ça vous inspire? On a beau se plaindre de Maurice, mais en même temps... Non, ici on est quand même bien lotis par rapport à d'autres pays. Voilà. Mais ça montre que le métier de journaliste déjà est un métier très, très à risque. Si, comme tu viens de dire, dans l'Union européenne, il y a eu un assassinat, c'est à risque partout. Et chapeau aux journalistes de faire ce métier. Et quand on aime son métier, c'est par passion. Et certains journalistes, ils y vont à fond et ils donnent leur vie. Ouais. Alors, David, en tant que blogueur, influenceur, est-ce que vous pensez faire les choses comme il se doit? Est-ce que vous ne pensez pas qu'un journaliste professionnel formé pour un travail d'informer, de bien écrire, aurait peut-être été mieux? Non, parce que moi, je ne suis pas journaliste. Oui. Donc, je suis blogueur et je présente mes ressentis et je partage mon opinion personnelle, au fait, comparé à un journaliste qui eux, doivent vraiment aller faire des recherches, etc. Donc, moi, c'est plus donner mes opinions. Donc, je préfère être blogueur que vraiment d'être journaliste.
Andrew, les blogueurs. Que je respecte le métier. D'accord. Andrew, donc quand vous voyez des lanceurs d'alerte comme Ingrid, des citoyens qui dénoncent donc les travers de notre société, alors que en tant que journaliste professionnel, il y a des choses que vous voyez, il y a des choses que vous avez envie de dire et que vous ne pouvez pas dire. Donc, qu'est-ce qui vous vient en tête? En fait, si on a vraiment envie de dire quelque chose, on trouve toujours le moyen de le faire. Et je respecte. Oui, bon, en même temps, Andrew, vous faites des humeurs, des opinions, donc vous êtes vous êtes un peu plus libre dans ce sens-là pour vous exprimer. Mais en tant que journaliste, quand vous devez traiter un sujet en reportage, vous ne pouvez pas jouir de la même liberté qu'Ingrid, par exemple. Peut-être pas de la même façon, mais d'une autre façon. Si. On peut quand même dénoncer des choses, comme Ingrid l'a dit, on est quand même dans un pays, malgré le fait qu'on essaye de nous museler, on trouve toujours le moyen de dire les choses. Et je trouve que la liberté d'expression, justement, chez nous, se porte plutôt bien. Et je pense aussi qu'il y a de la place pour tout le monde, à la fois le lanceur d'alerte, le blogueur narcissique comme David, et nous. Je pense qu'on est absolument complémentaires et mon avis c'est que plus on est de fous, plus on rit. Des questions? Oui, allez-y. Je reprends le titre de votre... Vous m'entendez? Oui. Oui. Je reprends le titre de votre session. Un nouveau journalisme citoyen. Après tout ce que j'ai entendu des deux sessions précédentes et ce que vous dites actuellement, moi je m'insurge un peu contre le terme journaliste citoyen. Oui. Un citoyen, comme on le disait, peut dénoncer, peut éventuellement apporter des informations, surtout si, Elodie disait, dans un pays où les journalistes n'ont même pas droit à la parole ou à s'exprimer, les citoyens peuvent reprendre des informations et les diffuser éventuellement, jusqu'au moment où eux aussi risque d'être mis en danger. Mais parler de journalisme citoyen, si on se réfère à tout ce qui a été dit, le journalisme, c'est un métier. C'est un métier, c'est un travail lourd, long, qui peut être ingrat éventuellement, qui peut être très dangereux aussi. Le citoyen qui témoigne sur Facebook ou autre, qui donne une information, qu'elle soit vraie ou pas d'ailleurs, n'est pas un journaliste. Donc parler de journalisme citoyen, à part des cas rares où un citoyen prend la place du journaliste qui ne peut pas être là, qui ne peut pas s'exprimer, s'il fait le travail de vérification, s'il fait le travail, etc., de journaliste, peut s'appeler journaliste citoyen, mais d'une manière générale, c'est usurper quand même le terme de journalisme. Élodie? Oui, je pense que j'ai Vous qui défendez donc justement Encore une fois, on défend une pratique journalistique. Et voilà, parfois des citoyens font un travail plus journalistique que les journalistes eux-mêmes. C'est un moyen de contournement de la censure dans beaucoup de pays. Mais effectivement, je comprends aussi tout à fait. C'est un débat qu'on a régulièrement. Hein. C'est pas évident de... Là, en ce moment, Reporters sans frontières travaille sur une initiative qui s'appelle la Journalism Trust Initiative, dont l'objectif est de mettre en place des standards journalistiques, de travailler sur ce qui fait l'identité d'un média, ce qui fait les processus de production d'une information fiable, ce qui fait quelles sont les règles éthiques et d'indépendance qu'on veut voir respectées par les médias en 2019 à l'ère du numérique. Et effectivement, c'est une approche concertée qui prend du temps. On a ce type de débat avec des organisations de régulateurs, des ONG, des journalistes, des éditeurs. Et je reviens à la nécessité justement d'avoir tous ces débats, et d'ailleurs comme organise l'Institut français aussi, c'est ça la qualité du débat public, et je pense que c'est un débat qu'il faut pas refermer, et en tout cas ne pas dénigrer ceux qui apportent des informations importantes sous prétexte qu'ils n'ont pas ce statut de journaliste. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est pas résolu tout de suite, quoi, comme question. Ouais, il faudrait peut-être, donc, comme je l'ai dit au début, donc, comme son nom ne l'indique pas, le journaliste citoyen n'est pas un journaliste. Allez, Pov nous envoie un de ses dessins. Merci.
Il y a un deuxième. D'accord. Voilà. Je voudrais poser une question à Ingrid Charroux et lui demander si elle a eu des réactions à son coup de gueule. Des réactions positives ou négatives? Des réactions positives, mais gouvernementales, pas forcément... Zéro. D'accord. J'ai eu beaucoup de réactions de beaucoup de monde. On va dire un petit pourcentage, 1% de méchanceté. 99% que de bonnes choses, mais zéro, ni du district council, ni des politiciens, rien. Donc ça n'a rien fait avancer sur le fond du problème? Non. D'accord. Et est-ce qu'un support presse et encadré ou vraiment un travail sur le dossier ne porterait pas plus ses fruits? Sûrement, mais j'irai moi au district council que dirige la plage publique de Bellemare, parce que j'ai pas fini avec eux. Quelqu'un d'autre dans l'assistance? Voilà, je m'appelle Pradip Déby, je suis journaliste de FI+. J'ai une question pour Madame qui représente Reporters sans frontières. Qu'est-ce que vous pensez des caricatures de Mohamed Kelbetravi, surtout lorsqu'on connaît les conséquences de ces dessins? Et à Maurice, quels seraient les effets de ces caricatures? C'est un sujet, oui, sur lequel vous savez que récemment on a en plus fêté l'anniversaire des tueries de Charlie Hebdo. Et c'est un combat que Reporters sans frontières a toujours mené pour une presse libre, indépendante. Et ça veut dire aussi la liberté. La liberté d'informer, la liberté de parodier. Moi, j'ai pas d'avis à donner sur ce que je pense moi personnellement des caricatures, ni de ce que pense RSF des caricatures. Mais nous défendons la liberté d'informer et ça passe aussi par la liberté des dessinateurs de presse. Alors pour rebondir peut-être sur cette question et sur la réponse d'Élodie, une question à Andrew. Récemment, donc, il y avait l'humoriste Jamel Debbouze à Maurice qui s'est bien... qui a parlé donc de nos politiciens, des principaux partis politiques, des principaux politiciens donc du pays, que ce soit le leader de l'opposition, que ce soit l'ancien Premier ministre ou l'actuel Premier ministre, etc. Et tout le monde a applaudi, tout le monde a bien rigolé. Et si c'était un journaliste mauricien qui avait dit les mêmes choses? J'en sais fiche rien, peut-être. Est-ce qu'on aurait osé dire ça, du moins? Peut-être dans vos humeurs, oui, mais je veux dire... à l'écrit peut-être, mais les humoristes mauriciens, je ne sais pas s'ils iraient aussi loin. Parce qu'ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas pour le moment. La raison... On leur lance un message, peut-être... Je voulais dire, bon, c'était verbal, c'était sur scène, mais POF, qu'est-ce qu'il fait sinon ce qu'a fait Jamel? Notre caricaturiste POF, il fait la même chose qu'a fait Jamel samedi dernier. Donc c'est possible qu'un journaliste mauricien s'exprime en plaisantant, en faisant rire sur les politiciens. Je pense que les Mauriciens peuvent dans la situation dans laquelle on est, peuvent s'exprimer librement.
On voit bien que, quelle que soit la méchanceté d'un dessin de POF, on n'apprend pas le lundi qu'il a été mis en garde à vue, non? Si je peux me permettre de répondre, POV a déjà été menacé, même nous, par rapport aux écrits, on a été menacés, et je ne pense pas qu'à Maurice, les réalités soient les mêmes qu'en France, par exemple. On n'a pas atteint ce stade de liberté. Par exemple, on n'irait pas jusqu'aux guignols de l'info, même s'ils ne sont plus là. Et on n'a pas encore atteint ce stade justement où on peut vraiment se payer la tête de nos politiciens sans qu'ils s'en offusquent. Et même le citoyen maintenant, avec la nouvelle loi, justement vous en parliez lors des précédents débats, même les citoyens ils peuvent pas dire ce qu'ils veulent. J'ai vu une vidéo hier ou avant-hier sur Facebook, assez comique, des deux jeunes sur le Premier ministre et le ministre mentor. Oui. Qui était assez sympa, et je me suis dit, est-ce qu'ils vont avoir des problèmes? Parce que c'est en train de passer en boucle en ce moment. Je sais qu'à Maurice, au fait, la plupart des Mauriciens, expression à la mauricienne, ils sont assez capots. On a un peu peur. On a un peu peur parce que on peut faire du chantage sur vous, on peut venir entrer dans vos affaires. Enfin, c'est une réalité, hein. Enfin, je sais pas. Voilà, face au présent, les nouveaux enjeux du journalisme. Nous avons vu et reconnu tout ce qui sépare ou réunit le journalisme du phénomène appelé journalisme citoyen, même si on n'est pas trop d'accord avec ce terme. Quoi qu'on en pense, ce phénomène semble bien installé, et il faudra bien que les vrais journalistes fassent avec. Quant à son évolution, est-ce que nous en ferons, ai-je envie de dire. Bref, nous sommes dans un domaine mouvant qui s'est considérablement transformé et dont personne ne sait à quoi il ressemblera dans quelques décennies. En attendant, faisons face au présent. Et voilà, un dernier dessin de pauvre pour la route.